Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous vois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Et pour cette addition, on retrouve donc toute l'équipe et Jérôme Bénard qui remplace Régis Le Sommier ponctuellement. Bonjour Jérôme Bénard, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte, merci beaucoup de votre invitation. Je vous voyais vous étonner que nous avions un cochon en studio, chers auditeurs. C'est l'occasion de vous rappeler que sur Radio Courtoisie, nous défendons la francophonie et que pour un mot d'anglais employé, on doit donner dans une tirelire qui est donc dans le coin, mais un peu encombrante. Alors pour le studio, on a ce petit modèle. Voilà, Jérôme Bénard, vous êtes prévenu. On parle français ici. Alors, on parle français, mais on s'envole du côté des États-Unis avec cette nouvelle à laquelle on voulait vous faire réagir. Donald Trump continue sa grande politique d'action, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et il a commencé à démanteler l'USAID. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, peut-être déjà rappeler aux auditeurs ce qu'est l'USAID? L'USAID, c'est un fonds qui permet de financer à la fois des institutions, des médias, mais aussi tout simplement pas système de fonction publique, mais en tout cas des agents américains un peu partout dans le monde pour promouvoir les valeurs de progrès, de démocratie, d'espérance et autour de la vision américaine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump, effectivement, c'est pour économiser de l'argent, mais c'est aussi tout simplement parce qu'il sait très bien que c'est un réservoir de cadres pour le Parti démocrate, que 99% des gens qui sont payés par l'USAID votent contre lui, et que c'est juste un débouché pour les étudiants en sociologie des universités progressistes américaines. Et il a décidé de mettre tous ces gens-là à la cage chômage, ce qui effectivement ravira le contribuable du Kentucky, qui lui se lève le matin pour aller à l'usine. Alors, on sentait une pointe d'ironie quand vous nous disiez que le but de cette association, enfin de cet organisme, c'était d'aller donner de l'espoir à des braves gens à l'autre bout du monde. Est-ce qu'il y a certaines dérives dont vous pourriez nous parler? Certaines dérives, si c'est pour effectivement promouvoir le wokisme sur l'ensemble de la planète, je veux dire, nos auditeurs ont vite fait le lien. Ce qui est peut-être plus intéressant, en fait, c'est de se rendre compte que les États-Unis, c'est toujours un effet de balancier, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette tentation de rayonner sur la planète entière et à la fois cette tentation de l'isolationnisme. Et Trump assume le fait que les États-Unis n'ont pas vocation non plus à défendre autre chose que leurs intérêts, puisqu'il est vrai que dans cette USAID à la sauce Biden et démocrate, il y a plus que de la défense des intérêts des États-Unis. Il y avait aussi tout simplement la défense de l'idéal progressiste, wokiste, et dans l'analyse de Donald Trump, en fait, se heurte bien souvent au réel, et donc que les États-Unis défendent des idées qui vont se heurter au réel des pays dans lesquels cette aide est déversée, ça va plutôt nourrir de l'anti-américanisme. Donc, dans une idée de défense des intérêts américains, il a tout à fait raison de supprimer cela. Richard de 16. En même temps, dans les subsides qui étaient distribués par l'USAID, il y a aussi plusieurs centaines de millions de dollars qui étaient consacrés à subventionner la presse étrangère. Y compris l'AFP. Y compris l'AFP. Découvert. 10 millions de dollars pour l'AFP, je crois. C'est-à-dire que la France accepte que son agence de presse, qui devrait dépendre de sa seule souveraineté, soit financée par les États-Unis. Au moins, c'est clair. Ouais. Voilà. Et ça, on nous dit toujours que quand un milliardaire trumpiste est en train de subventionner une presse étrangère, c'est une ingérence, mais quand c'est un organisme d'État américain, c'est en fait de la diplomatie. Voilà, en fait ça s'appelle tout simplement l'atlantisme, et l'atlantisme c'est bien, sauf quand c'est Trump qui est président. Dans la manière dont l'USAID est décortiquée, exposée, il y a quand même la méthode un peu surprenante où Elon Musk, je parle du narratif des gauchistes, Elon Musk débarque avec sa bande de garçons brillants, blancs et spécialisés dans l'intelligence artificielle et pirate l'ensemble des serveurs de l'USAID et jette à la rue des fonctionnaires intègres qui ne peuvent plus travailler.
Oui, parce qu'ils ont un mois pour revenir aux États-Unis et qu'effectivement, ils n'auront plus de travail dans tout ce système. Mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, en France, on pourrait faire des parallèles. Je pense que si on fermait demain les ARS, donc Les agences régionales de santé. On aurait des centaines de cadres PS au chômage, puisqu'en fait, les ARS ont été un débouché pour des cadres politiques. Ou si on fermait les associations, si la mairie de Paris fermait les associations d'animateurs de tout l'Est parisien, effectivement, ces gens-là ne retrouveraient pas de travail. Donc il y a un moment où le système progressiste ne peut pas fonctionner sans des subventions et sans salarier des centaines, des milliers d'agents qui sont au moins autant au service d'une idéologie que de la population. Justement, c'est ce qui est beaucoup présenté dans la presse actuellement, c'est-à-dire que derrière la volonté politique de vouloir sabrer ces réservoirs, comme vous le dites, de représentants d'une certaine idéologie, il y a quand même derrière des gens qui comptaient sur cette aide. On présente l'USAID comme étant quelque chose qui intervenait sur les domaines alimentaires, de santé, très engagé dans les pays où le sida, par exemple, fait des ravages. Et donc, on explique que la suppression de l'USAID aujourd'hui, ça va représenter des milliers de morts. Oui, vraiment, je pense que c'est produire des études qui ne servent à rien, comme c'est le cas de la plupart de ces fonctionnaires. Donc, c'est pas ça qui sauve les vies. Je pense que l'Église catholique ou l'Ordre de Malte sont plus efficaces en termes de promotion de la santé dans le monde que des wokistes sortis des universités américaines. Est-ce que une réaction peut-être sur ces questions... Une réaction indignée, on espère. Voilà. Ouais. Non, mais sur cette question, quand même, il y a celle qui se pose des juges, une fois de plus. Est-ce que Donald Trump peut, comme ça, choisir de supprimer l'USAID ? Est-ce que c'est quelque chose dont on doit s'inspirer ? Est-ce que ce serait possible en Europe ? Parce qu'on nous explique depuis le début de son mandat que oui, il a un discours très dur, mais que de toute façon, derrière, il aura certains freins administratifs et juridiques. Jusqu'à présent, on en voit assez peu, Jérôme Bénard. Il y aura probablement des recours. D'un autre côté... on n'est pas aux États-Unis, on n'a jamais eu un système de fonction publique comme le nôtre, donc il n'y a pas de réelle protection des agents, surtout pour des administrations comme celle-là. Il n'y a pas vraiment de défense. Donc oui, effectivement, ils se retrouvent dans une drôle de situation, mais c'était le jeu, c'est-à-dire que monter des pyramides d'institutions destinées à dépenser de l'argent public pour ne produire à peu près rien qui soit efficace ou qui serve à quelque chose, il y a bien un moment où ça vous revient dans la figure. On n'a pas un droit à avoir été étudiant en sociologie à Princeton. Est-ce que vous ne pensez pas que Trump aurait mieux fait de garder la main sur cette association, enfin sur cet organisme ? Parce que là, on imagine que la tâche pourrait être prise par des personnalités plus précises, avec des fonds privés. Et dans ces cas-là, a priori, on pourrait demain avoir un organisme qui poursuit la mission, mais sans aucun compte à rendre à l'administration américaine. Je pense que déjà, il y a un effet d'annonce. C'est-à-dire qu'il veut montrer qu'il appliquera le programme sur lequel il a été élu. Il a notamment été élu sur ces idées-là. Et ensuite, je pense que c'est pour aussi récupérer des fonds pour les redéployer de façon plus efficace. Si effectivement, il a décidé de monter au créneau sur le pivot pacifique face à la Chine, il va avoir besoin, dans un État américain quand même qui est très endetté, il a besoin de capacité de manœuvre financière. Donc, il redéploie l'argent public. Et donc ça, vous le disiez, concernant tout l'aspect diplomatique, ça pourrait être bien perçu par les pays dans lesquels ces missions intervenaient jusqu'à présent. Moi, je ne sais pas, bien perçu. Effectivement, ça agace les journalistes qui émargeaient dans des médias financés par cette aide. Donc oui, une partie de l'opinion publique bien pensante va le maudire, mais déjà, elle le considère comme le diable. Pour revenir sur le titre du dernier livre de Régis Le Sommier, de toute façon, c'est le diable, donc il assume d'être le diable. Et de toute façon, oui, voilà. Et les Américains ont quand même l'habitude de se faire détester par la moitié de la planète, donc
autant assumer. Voilà, autant assumer. En France, donc, l'AFP ressortissait à l'USAID. Il y a aussi d'autres instruments de 12 puissances états-uniennes, comme ce que subventionne l'ambassade des États-Unis en banlieue parisienne, le programme des jeunes chefs américains, Najat Vallaud-Belkacem en faisait partie. Et est-ce que ça aussi, ça va être mis en cause par Trump ou pas ? Vraiment, je n'en sais rien, mais il est sûr que les stratégies, les Américains ont compris que les stratégies de l'entre-soi des élites mondialisées n'étaient pas aussi efficaces que ça pouvait laisser à penser. D'ailleurs, on le voit que tous ceux qui étaient atlantistes et qui sortent de ces programmes-là jusqu'à la réélection de Trump vomissent maintenant sur l'Amérique. Donc, la limite de ces programmes pour les États-Unis, c'est qu'en fait, ils ne sont efficaces que si les démocrates sont au pouvoir, ou alors des républicains modérés, mais il n'y en a plus beaucoup. Donc, en fait, autant sabrer des programmes qui ne servent qu'à l'entre-soi entre les élites européennes, bruxelloises et effectivement le Parti démocrate américain. C'est une volonté qu'on constate de plus en plus générale. Tout le monde parlait de la tronçonneuse de Javier Milei qui veut sabrer, c'est le mot que vous avez employé, cet État obèse. Donc là, on a Elon Musk et donc avec l'appui de Donald Trump qui supprime ces gros organismes qui sont des aspirateurs à argent public et donc qui le rejette sous forme de progressisme. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait nous toucher en Europe et en France, Jérôme Bénard ? Est-ce qu'on est prêt à ça ? Ou est-ce que, pour l'instant, on est encore beaucoup trop atteint, justement, par cette idéologie ? En tout cas, le problème français ne sera résolu que quand on pratiquera la même politique de la tronçonneuse au niveau d'un certain nombre d'institutions. Je veux dire, effectivement, la radio publique française, quand la droite, qui est soi-disant au pouvoir ou qui est censée l'être, n'attaque jamais, ne coupe jamais dans les programmes culturels qui défendent le contraire de ce que est censé véhiculer la droite française. Donc la vraie révolution, elle se fera effectivement le jour où tous ces gens inutiles arrêteront d'être payés avec nos impôts. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que les Français pourraient demander précisément ? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un soulèvement du peuple ? Et ça va me permettre de faire le lien ensuite avec la crise des agriculteurs, parce qu'on va en parler avec vous aussi, Jérôme Bénard, mais on voit que quand les Français se plaignent de quelque chose, en l'occurrence, ça pourrait être on paye de plus en plus d'impôts, mais on ne voit pas où part l'argent, ou alors quand on le sait, de toute façon, il part dans des causes qu'on aimerait ne pas soutenir, des projets qu'on aimerait ne pas soutenir. Est-ce que vous pensez que si demain, les Français mettent ça sur le tapis, il y aurait un moyen de retourner la situation, ou est-ce que de toute façon, on est face à des institutions qui restent complètement sourdes aux volontés du peuple français ? C'est surtout que le peuple français, tant qu'il est pour une bonne part dans une situation de rente, que ce soit la retraite ou le chômage ou les aides sociales, c'est de la rente, quand on a de la rente, on se désintéresse un peu de l'efficacité de l'État. Donc en fait, tant que le frigidaire est plein et que la voiture roule, on a d'autres choses à faire que de se mobiliser pour mettre des inutiles au chômage. Alors parlons donc de cette crise des agriculteurs. Vous avez suivi, vous, longtemps déjà la coordination rurale. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point sur la situation actuelle ? Donc il y a eu les élections la semaine dernière et le point le plus important me semble que la coordination rurale est passée en 6 ans de 20% à 30%. Et que la FNSEA et les jeunes agriculteurs, eux, plafonnent désormais à moins de 50%, à 48 ou 49%. Donc au-delà des 14 chambres gagnées par la coordination rurale, c'est la question de la représentation agricole qui est profondément transformée et qui va poser un gros problème au paritarisme qui gérait la chose jusqu'à maintenant. C'est-à-dire comment le ministère
va réagir et va prendre en compte une politique agricole qui, aujourd'hui, est rejetée par la moitié des agriculteurs qui sont déplacés pour aller voter. Alors, vous dites 30%, ça place la coordination rurale au premier rang, en fait, des syndicats agricoles en France. Voilà. Disons que si l'on distingue, puisqu'ils eux-mêmes veulent se distinguer, les jeunes agriculteurs et la FNSEA, les deux faisant 50, on peut dire qu'ils font chacun 25, donc on est en dessous de 30. Donc effectivement, on se retrouve avec un problème de représentation, puisque le système qui donne une très grosse prime majoritaire fait que la coordination rurale ou la confédération paysanne sont exclus du mode de gouvernance. Alors, mode de gouvernance des chambres d'agriculture. Des chambres d'agriculture, et puis surtout tout simplement de l'agriculture, puisque c'est, depuis la libération, géré sur une forme effectivement de cogestion entre les gouvernements successifs et le syndicat majoritaire jusqu'alors, la FNSEA. Alors, cette cogestion, ça signifiait que la France adoptait des politiques agricoles qui étaient censées correspondre aux vœux des agriculteurs, en fait, qui ne correspondaient qu'aux vœux de ceux qui votent FNSEA et jeunes agriculteurs. Et ces orientations, c'était des agricultures de plus en plus capitalistes, des agricultures de plus en plus intégrées au système agro-industriel. C'est surtout que la politique agricole française, effectivement, était pensée dans l'intérêt non pas des agriculteurs, mais de l'industrie agroalimentaire d'un côté et de la grande distribution de l'autre. Donc le vote des agriculteurs montre bien qu'ils n'ont plus envie de se faire abuser par des choix, qui sont des choix économiques du pays, mais qui sont des choix défavorables aux intérêts des agriculteurs. Il est sûr que quand vous mettez l'accent sur la chaîne agroalimentaire, donc sur la valeur de la transformation du produit. La transformation du produit vaut plus que la production elle-même. Et de l'autre côté, un système de grande distribution dont la France est devenue... Pardon. Et dont la France est devenue effectivement un des spécialistes mondiaux. On va vous apporter un verre d'eau, Jérôme Bénard. J'arrive au bout de ma voix, mais c'est l'hiver, on est tous malades. Voilà. Et en plus, il fait un sale temps. Ce qui va d'ailleurs poser des problèmes encore pour les agriculteurs cette année au niveau des récoltes, parce que s'il continue à pleuvoir comme ça... Oui, nous disons que effectivement, il y a des agriculteurs qui ne peuvent pas récolter ni planter depuis 2 ans à cause de la manière dont les terres sont détrempées. Donc les agriculteurs ont des capacités en fait d'amortissement des chocs qui sont limitées, puisque en fait le principal moyen qu'on donne aux agriculteurs de s'en sortir, c'est d'emprunter à nouveau. Donc en fait, il y a une pression du gouvernement pour que les banques continuent à prêter aux agriculteurs qui n'ont plus de quoi financer leurs entreprises. Alors qu'on pourrait s'attendre justement à ce que ça soit l'État qui vienne en aide aux agriculteurs en estimant que c'est quand même l'une des ressources principales du pays et qu'à un moment donné, les fonds qu'a l'État choisit la priorité et à qui il donne. C'est pas exactement ce que demandent les agriculteurs d'ailleurs. Ils ne demandent pas des aides supplémentaires. Ils demandent qu'on les laisse travailler. Ouais. C'est-à-dire, il y a le problème des normes environnementales. Et d'ailleurs, on l'a vu... qu'à lire la presse de gauche ce week-end sur la victoire de la coordination rurale, la grande peur des journalistes agricoles de la presse de gauche, c'est que pour eux, ça va être un saccage environnemental parce que l'État sera obligé de négocier avec les agriculteurs. Bon, on est quand même dans des représentations totalement fantasmées. Les normes agricoles sont plus tenables. Voilà, d'une part, et d'autre part, les arbitrages de Bercy en faveur de la grande distribution, parce que la grande distribution, ça produit de la TVA, hein. Et quand en France, on est dans un pays qui a abandonné le modèle productif pour le modèle de consommation, les revenus de l'État viennent de la consommation des Français, et non pas de la production. Et dans la production, alors il y a les voitures, mais aussi l'agriculture.
Bercy soutient la grande distribution aussi parce que c'est une manière prétendument de soutenir le pouvoir d'achat. Autrement dit, il vaut mieux une grande distribution forte qui écrase les prix que des agriculteurs non pas puissants mais juste autonomes et non pas réduits à la misère, puisque effectivement, si jamais les agriculteurs pouvaient vivre à leur faim, on relèverait leur niveau de revenu et donc mathématiquement, l'ensemble de la chaîne serait censé être enchéri. Non, mais c'est là où se situe le vrai danger, c'est-à-dire que l'affaire de Mercosur, elle est bien réelle. Demain, pour nourrir à bas prix des Français dont les revenus auront sérieusement baissé, et ont déjà sérieusement baissé, en tout cas les revenus du travail, il faudra importer de la merde alimentaire, désolé du terme, à grande échelle. MA, comme on dit dans les ministères. Oui. Mais justement, Jérôme Bénard, toutes ces normes que vous évoquez, elles sont d'autant plus dramatiques que très difficiles à tenir donc, pour nos agriculteurs. Et pourtant, il y a certains produits qu'on ne s'empêche pas d'importer de pays qui, eux, ne respectent pas ces normes. Donc le monde tourne à l'envers, en fait. Le monde, il le tourne comme le modèle, dans le sens du modèle qui a été choisi, mais un autre modèle est toujours possible. Mais après, le modèle est assez cohérent, hein. Et on peut voir, on sait ce qui se passera demain. C'est-à-dire que, effectivement, s'il est trop cher de produire en France, eh bien, il faudra bien importer, puisque l'important pour le gouvernement, c'est que les gens puissent effectivement maintenir ce fameux pouvoir d'achat. Et qu'en fait, dans les années 60, je pense que la nourriture représentait 36 ou 37% du budget des Français. Aujourd'hui, on en est à 13%, et l'objectif demain, c'est soit 12%. Donc, alors, si il y a eu ce basculement, c'est aussi parce que ce qu'on appelle la part des dépenses contraintes a considérablement augmenté, avec notamment le prix de l'énergie, le prix du logement, le prix des abonnements, le prix de... D'une manière générale, le gouvernement, par son absence de politique de petite propriété, par son absence de politique énergétique, ou plutôt par tous les choix anti-français qu'il a pris, a fait en sorte que la part des dépenses contraintes explose et que la variable d'ajustement se fait sur le dos des agriculteurs français. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Donc en fait, c'est des choix économiques structurants qui sont la cause de tout ce qu'on déplore aujourd'hui. Mais on ne réglera pas la question agricole en se limitant à des réponses agricoles ou à des aides temporaires. C'est un modèle de vie. Voilà, on a décidé de favoriser la grande distribution plutôt que les petites épiceries. On a exporté ce modèle d'ailleurs dans toute l'Europe. Eh bien aujourd'hui, la grande distribution, elle n'en a pas grand-chose à faire. Alors on peut toujours faire un peu de cosmétique et dire qu'on va acheter les pommes de terre au GAEC voisin, mais je pense que le fait que dans les années à venir, les prévisions économiques font qu'on va encore restreindre la part de l'alimentation dans le budget des Français. Je ne vois pas comment c'est compatible avec une production nationale de qualité. D'ailleurs, le bio s'effondre complètement, parce que plus personne n'a de quoi acheter le bio au prix où il est vendu. Et dans les conditions où la France exige que le bio soit produit. Oui, et le drame pour beaucoup d'agriculteurs, c'est qu'ils ont été honnêtes, ils ont joué le jeu, ils se sont convertis au bio, et on leur a fait produire. Là encore, pour des représentations environnementales non dénuées d'effets économiques, eh bien, on a réussi à les mettre dans le mur, parce que le décrochage du pouvoir d'achat fait que du jour au lendemain, les Français ont arrêté d'acheter du bio. Est-ce que la représentation nouvelle de coordination rurale est en fait vouée à l'échec avec tout ce que vous dites, ou est-ce que malgré tout, c'est un signe d'espoir pour la communauté agricole ? La communauté agricole, elle a quelque chose à assurer, qui est aujourd'hui que la moitié des agriculteurs seront à la retraite d'ici 2030. Donc le vrai défi pour l'agriculture aujourd'hui, c'est de trouver des jeunes pour reprendre les exploitations. C'est de motiver des jeunes de s'engager dans une profession qui est quand même assez sinistrée. Donc oui, je pense que il y a un véritable espoir dans cette modification, parce que la coordination rurale, elle, a anticipé tous ces débats que la FNSEA fuyait. Et si les électeurs ont fui la FNSEA, c'est parce que la FNSEA elle-même ne défendait plus les intérêts des agriculteurs. Et ça fait peut-être 35 ou 40 ans qu'elle ne le fait plus.
Alors, merci Richard. L'autre aspect qui a probablement séduit les partisans de la coordination rurale, en tout cas c'est quelque chose qu'on a pu entendre, c'est leur mode d'action. On sent que les agriculteurs ont quand même envie d'un basculement et que ça passe par ces rassemblements, ces convois qui montent vers Paris. Il y a cet appel à l'action et c'est quelque chose qu'aujourd'hui la coordination rurale porte peut-être plus que la FNSEA. Oui, mais effectivement, et puis il y a eu, je pense, de la part de la coordination rurale, une capacité à maintenir la mobilisation depuis un an, là où effectivement la FNSEA semblait moins enclin à aller jusqu'au bout des revendications, puisque les dirigeants, en gros, les dirigeants de la FNSEA sont moins sincères que ceux de la coordination rurale. Donc, il y a un moment, l'effet de sincérité, il se reconnaît quand même dans les urnes. Et puis, les agriculteurs sont quand même des gens de bon sens. Et l'intégration complète de leur profession dans un système de cogestion, n'y croient plus. Voilà. Alors après, il y a encore des habitudes. Et puis, il y a aussi des amis. En fait, s'il n'y avait pas d'un côté les habitudes et de l'autre côté les liens humains qui peuvent exister, l'effondrement de la FNSEA aurait été total. Et il y a dans ce que vous dites mille choses, mais un point précis, le renouvellement des populations agricoles. Et on a l'impression que le principal combat de la coordination rurale dans les années à venir, c'est en fait de changer la fiscalité agricole, et notamment la fiscalité de la transmission. Il y a effectivement, se pose la question de la fiscalité à plusieurs. Il y a effectivement les successions. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas parce que le revenu agricole a fortement baissé que la valeur des terres a baissé. Parce qu'en fait, on est dans un marché en plus mondial où les terres françaises sont de très bonnes terres. Se vendent très bien. C'est une valeur refuge, la terre. Donc, effectivement, il est devenu très difficile pour un certain nombre d'agriculteurs de payer les droits de succession. Et en plus, comme la taxe d'habitation n'est plus dans la main des communes, ils ont tendance à augmenter les taxes foncières. Et là aussi, ça touche les agriculteurs. Et il y a des gros problèmes parce que l'imposition sur le foncier non bâti a rejailli sur le coût des fermages, il y a tout un problème, effectivement, là encore, de fiscalité, vous avez bien raison. Et est-ce que la coordination rurale a des propositions concrètes là-dessus ? Ah oui. Elle demande, elle est autour, effectivement, de la baisse des frais successoraux, et puis surtout d'arriver à ce que la taxe sur le foncier non bâti disparaisse parce que en fait elle touche un outil de travail et le problème c'est que pour un certain nombre de fermes aujourd'hui elles ne trouvent plus preneur, c'est-à-dire que la valeur des terres est très chère mais plus personne n'a les moyens de les acheter, surtout au regard de l'espérance de revenus que les terres pourraient dégager. Donc le système tourne en boucle. Donc il faut effectivement une réforme de la fiscalité là-dessus, parce que acheter une ferme 500 000 euros, il faut trouver un banquier pour vous prêter. Alors, les jeunes agriculteurs disent qu'ils regrettent que ce ne soit pas un syndicalisme de progrès comme eux qui ait gagné et que c'est évidemment uniquement en jouant sur les peurs et les ressentiments que la coordination rurale a progressé. On a l'impression que ni la FNSEA ni les jeunes agriculteurs ne sont capables d'un examen de conscience en se rendant compte que c'est pendant leur domination que des milliers d'emplois ruraux ont été supprimés, que des milliers de fermes ont disparu, que le revenu agricole s'est effondré. Tout ça, ce sont des indicateurs qui ont l'air de ne pas rentrer en compte dans leurs calculs électoraux ni dans leur programme. En fait, ils en sont venus à défendre un individualisme et j'ai l'impression que le combat de la FNSEA, des jeunes agriculteurs, c'est devenu juste un agglomérat d'intérêts particuliers, là où la coordination rurale explique à ses adhérents que la lutte collective est possible.
On peut reparler rapidement du Mercosur. La coordination rurale, comment se positionne-t-elle sur la question? Parce que désormais, on a quand même l'impression que c'est un sujet clos, qu'il n'y aura plus rien à faire. Alors quoi, les agriculteurs vont avancer avec cette mesure? Est-ce qu'ils vont continuer à essayer de la remettre en question? Ouais, écoutez, la question des accords de libre-échange, de toute façon, elle se réglera le jour où il y aura un basculement européen, politique européen. C'est-à-dire que la remise en cause successive dans un certain nombre de pays des dogmes en vigueur fait que on peut espérer quand même qu'à terme il y ait une réorientation des politiques européennes. Et à échelle française, pas d'espoir de retournement. Il faudra que ça vienne forcément de l'Union européenne, selon vous, Jérôme Bénard? Non, mais le gouvernement va de toute façon être obligé de prendre en compte le ras-le-bol des agriculteurs, parce que sinon on va arriver à une situation de blocage total. Mais les agriculteurs sont aussi victimes du blocage politique du pays, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de majorité, et c'est très difficile je ne dis pas ça à la décharge du gouvernement, mais il est très difficile de repenser des modèles économiques structurants qui existent depuis des décennies quand vous n'avez pas de majorité. Donc tout est rejeté à la prochaine présidentielle, et ce sera aux Français d'arriver à faire des choix clairs. Mais on espère d'ailleurs que les Français, à ce moment-là, penseront aux agriculteurs. Mais alors, on peut quand même noter que les agriculteurs profitent quand même très largement d'une bonne opinion chez la plupart des Français, justement. Je crois que c'est 80% des Français qui soutiennent les agriculteurs. Oui, alors on l'a déjà dit à cette antenne, mais effectivement, c'est dû au fait qu'il y a un impensé, ou plutôt, il faudrait que je retrouve le terme, mais qu'il y a une mythologie agricole en France, puisque... Ouais. À la Libération, je rappelle qu'en France, il y avait 36% d'agriculteurs, là où il y en avait 5,5% en Grande-Bretagne. Donc, c'est ça qui crée de la sympathie chez les Français pour les agriculteurs. Bon, il nous reste 30 secondes, Adèle. J'aimerais juste faire un très léger parallèle avec les syndicats journalistes. On voit donc que chez les agriculteurs, il y a la coordination rurale qui émerge de plus en plus. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir, une possibilité pour qu'un jour, il y ait un syndicat journaliste de droite peut-être qui émerge aussi? Je ne sais pas si c'est une question de droite ou de gauche dans le syndicalisme, mais en tout cas, il y a des syndicats libres et des syndicats qui défendent, en tout cas des syndicats de journalistes, il y en a qui sont tout à fait acceptables, comme la CFTC, qui ont toujours défendu la profession de façon libre et indépendante et sans rentrer dans des considérations idéologiques. Ben, on reviendra sur ce sujet une prochaine fois. Merci beaucoup Jérôme Bénard d'avoir été avec nous ce matin, et merci aussi à toute l'équipe pour cette édition.